Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce matin pour cette première session qui va démarrer dans une minute maintenant. On est ensemble sur les démos techniques ce matin jusqu'à à peu près midi et quart et ensuite on reprendra à 13h jusqu'à 16h25. Et on va sans plus tarder commencer par la première démo technique de ce FIC 2022, troisième journée, avec Sentinel One, en présence de Flavien Vivier, ici présent, qui va nous présenter comment accélérer de manière drastique votre capacité à contrer une attaque informatique avec la découverte d'une vision incident versus une vision alerte. C'est à vous. Merci, bonjour à tous et merci d'être présents du coup aujourd'hui. Je me disais justement, comme c'est la dernière journée, intervenir, c'est à la fois beaucoup de fatigue pour tout le monde. Et l'avantage par contre que j'y voyais, c'est que en 2 jours, vous avez certainement entendu parler de tout ce qui est EPP, EDR, le mot aussi à la mode XDR, tout ce qui est détection, remédiation, machine speed, etc., etc. Donc l'idée, c'est un peu de surfer là-dessus, sauf que c'est bien d'en parler, mais autant le montrer. Donc c'est un peu l'objectif de cette démonstration. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour me présenter, donc je m'appelle Flavien Vivier, je fais partie des équipes avant-vente de chez Sentinel One. Et pour ceux qui connaissent pas Sentinel One, très brièvement, on est donc un éditeur spécialisé sur la partie endpoint. Et ce qu'on entend endpoint chez Sentinel One, c'est à la fois le périphérique en lui-même, que ce soit un poste de travail, un serveur, du physique, du virtuel, que ce soit du Windows, du Mac, du Linux, que ce soit même du mobile, de l'iOS, de l'iPadOS, de l'Android, du Chrome OS, que ce soit du workload, donc si vous êtes familier avec tout ce qui est container, Docker, Kubernetes, pour citer ces termes-là. Également du stockage, sur DB par exemple NetApp, sur du stockage en cloud, sur AWS S3. Donc ce genre de choses qu'on va pouvoir protéger. Et on considère également dans la partie endpoint la partie identité. Donc on a aussi une partie visibilité et protection sur l'identité. Et très rapidement, je voudrais juste vous expliquer, c'est les fondations de chez Sentinel One et qu'est-ce qui fait qu'on est un peu aussi différent de tout le marché. Il faut savoir qu'on est parti, nous, historiquement, il y a un peu moins de 10 ans, sur la partie anti-malware, mais nouvelle génération, ce qu'ils appelaient le NGAV. L'idée, c'était un peu de faire évoluer ces solutions-là sur les nouvelles menaces qu'on voyait apparaître. Donc, on vient de ce monde-là. Tout ce qu'on a développé chez nous, les fonctionnalités, elles sont de notre R&D, elles sont en partie brevetées. Donc, c'est vraiment aussi un point fondateur pour Sentinel One. Et en partie du postulat qu'il faut d'abord avoir une très bonne solution de détection avant d'évoluer sur la notion d'EDR, typiquement, apporter encore plus de visibilité, que ce soit exploitable, opérable, qu'on puisse chercher des choses un peu plus complexes. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi. Pour un client qui est Sentinel One, pour lui, c'est ni plus ni moins qu'une seule plateforme, un seul agent, mais simplement, il vient rajouter ses fonctionnalités sous forme de politique. Et évidemment, maintenant, on parle de plus en plus d'XDR. Donc, on va effectivement sur cette partie-là. Mais en soi, c'est pas une grosse évolution pour nous, puisque finalement, c'est la même console, mais c'est de pouvoir aussi derrière contextualiser sur des sources complémentaires, en plus de celles que nous, on est capable de fournir, mais que ça reste toujours opérable. Et donc, l'idée, c'est un peu pour un analyste, pour qu'il puisse un peu croiser les informations et créer du sens avec tout ça. Et donc, très rapidement, il a un seul environnement pour essayer de comprendre une attaque et pouvoir, on va dire, apporter la bonne action de remédiation. Et donc, voilà, comme je l'expliquais en introduction, l'idée, c'est que c'est bien d'en parler, mais autant le montrer. Donc, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est d'utiliser un ransomware qui s'appelle Logbit, pour ceux qui connaissent. Ils sont un petit peu connus. C'est à la fois un nom d'attaquant et le nom du ransomware, en partie à cause de l'extension qui est utilisée. Ils ont ciblé un certain nombre de pays. Je vous laisserai le libre cours à imaginer l'attribution et le pays qui est derrière, sans le nommer. Par contre, ce qu'ils mettent en avant, eux, leur force, c'est d'avoir conçu le ransomware le plus rapide en termes de chiffrement et en termes d'exfiltration de données. Donc, quand on parle de capacité de détection, de remédiation, de machine speed, je trouvais que c'était un bon exemple de tester contre notre solution, justement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et si vous êtes plus comme moi sur des logos, en gros, le logo, il ressemble à ça quand il s'agit de Logbit. Et donc, l'échantillon que j'ai choisi, il date de février 2022. C'est l'échantillon standard, je ne l'ai pas modifié. Il fait moins d'1 méga, 960 kg très exactement. Donc l'avantage aussi, c'est que c'est très facilement transmissible, typiquement sur du spear phishing ou au travers d'une vulnérabilité. Et pour autant, il est complètement autonome. Il a toutes les capacités de chiffrement, d'exfiltration, il n'a pas besoin d'informations complémentaires. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc évidemment, ça va être une démonstration en live.
Donc, pour reprendre des termes qui ont été remis à la mode, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin, il n'y a pas de Gérard Majax. Donc, je vous demande juste d'être un peu indulgent si jamais voilà, ça ne fonctionne pas. La seule chose que je maîtrise, c'est mon Mac, finalement. Donc, au pire des cas, on aura Jérôme Bonaldi avec nous. Donc, pour la démo, du coup, j'ai 2 machines victimes à votre gauche, à votre droite, pardon, et à gauche, il y a la console d'administration. Donc, du coup, ces 2 machines sont effectivement protégées par SentinelOne. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'action jusqu'à maintenant, il n'y a rien, ils sont complètement sécurisés. Il y a également donc, des fichiers qui sont tout à fait lisibles, donc des images ou des fichiers Excel, par exemple. Donc, j'ouvre voilà, 2 fichiers pour vous montrer sur ce poste-là. Voilà. Les 2 machines dans ma console que vous voyez ici ont-elles une politique qui est uniquement en mode détection chez nous. Donc, on va faire de la remontée d'alerte, on va prendre volontairement aucune action de remédiation. L'idée, c'est aussi de vous montrer ce qu'on est capable d'observer. Est-ce qu'on va aussi vite, entre guillemets, que ce ransomware? Et comment, derrière, potentiellement, on peut aussi investiguer et remédier. Et toujours dans cette notion, et gardez ça en tête, cet aspect machine speed. Et évidemment, l'idée, vu qu'il va faire beaucoup de choses, c'est si on peut éviter d'avoir 15 000 alertes à la fin pour que ça reste exploitable. J'en profite également sur cette machine, toujours dans une notion de prendre le temps de remédier. On va lancer un petit ping, juste pour vous montrer que voilà, la machine a bien un accès Internet, qu'elle est connectée à sa console. Alors, je ne sais pas si vous voyez, petit problème d'affichage. Bon, pas grave. Hop. Voilà. Et donc l'échantillon que j'utilise, que je vous le montre. Qui est par là, voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais démarrer l'attaque sur la machine du bas et on va voir ce qui va se passer également sur la machine du haut dans le même temps. Petit point important dans le cas de cette démo, l'utilisateur que j'utilise, c'est le même sur les 2 machines. Ces 2 machines qui sont locales, elles ne sont pas dans un domaine. Pour autant, la démonstration marche très bien également quand elles sont dans un domaine. C'est simplement que pour des questions évidentes de performance, je ne pouvais pas te faire tourner tout un tas de VM, mais pour autant, ça fonctionne très très bien, voire encore mieux en termes de démonstration sur des machines qui sont dans un même domaine. Donc le point important, vous vous en doutez bien, c'est s'il y a un compte utilisateur qui traîne et qui peut être utilisable dans votre environnement sur plein de machines en même temps, ça peut se retourner contre vous, et donc c'est ce qu'on va essayer de voir en démonstration. Donc pour ça, je vais exécuter... pas en administrateur, je vais exécuter l'exécutable. Ça va aller très vite, donc on va certainement prendre un peu de temps aussi pour regarder tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper aussi un raccourci sur mon clavier, parce que là où ils ont été très bons, c'est qu'ils ont fait un petit raccourci, et du coup, on peut avoir une petite GUI de ce qui se passe. Donc c'est assez intéressant, donc on va essayer de faire ça en même temps. Donc je vais me dépêcher. Donc voilà, vous avez la petite GUI que j'ai pu faire apparaître. Donc vous voyez en bas, il y a effectivement différentes détections qui apparaissent. Et donc c'est intéressant, c'est que simplement il a vu qu'il y avait un disque C local. Et donc lui, il va commencer à regarder tous les fichiers. Et à côté de ça, il y a tout un tas d'informations qui sont affichées. Donc c'est plutôt très bien fait pour le coup. Et donc effectivement, il s'est lancé, il a essayé d'obtenir des droits administrateurs. Il va commencer son chiffrement, et donc il a bien détecté le volume en local. Après, c'est un ransomware classique. Donc, ce qu'il essaie de faire souvent, c'est d'essayer de supprimer ce qu'on appelle les volumes shadow copy. Donc, c'est des sauvegardes de fichiers qui sont réalisées au travers d'une fonctionnalité de Windows. L'idée, c'est pour faire en sorte que ce soit absolument impossible de restaurer ces fichiers-là, même avec cette fonctionnalité. Il commence également à changer mon fond d'écran. Donc, vous voyez, il se passe tout un tas d'actions sur le poste. Je vais juste remettre, voilà, pour montrer que la machine a toujours accès à Internet, il n'y a pas de souci. Et par contre, si je regarde mes fichiers, cette fois-ci sur cette machine, si vous regardez juste à côté le type, j'ai effectivement le type qui a changé, qui ressemble à Logbit. Et donc, pour le coup, mes fichiers de tout à l'heure, si j'essaie de le réouvrir, il ne va rien se passer. Donc, le fichier n'est pas du tout exploitable. Et ce qui est marrant, c'est qu'à côté, en même temps, si vous regardez les autres fichiers sur l'autre machine juste à côté, alors que j'ai absolument rien fait, j'ai rien exécuté, dans le même temps, ces fichiers ont également été chiffrés. J'ai perdu la petite GUI du ransomware. Ça fait combien de temps qu'on l'a lancé? Ça fait peut-être 1 minute, si je n'exagère pas, grosso modo.
Et à côté, si vous regardez, vous avez les détections qui apparaissent effectivement côté console Sentinel-One. Donc ce qu'on va juste faire, c'est un petit arrêt sur image pour que ce soit un peu plus parlant. J'ai pris quelques captures d'écran pour vous montrer, qu'on regarde un petit peu ça. Et donc en fait, ce qu'on se rend compte, alors, je ne sais pas si c'est assez lisible, mais grosso modo, une des choses qu'il a essayé effectivement, c'est de supprimer les volumes shadow copy. Et après, il a commencé son chiffrement. Et finalement, il a fait un mouvement latéral en détectant la machine sur le même réseau, en faisant également le chiffrement sur cette machine. Et donc, ce qu'on a notamment pu faire dans le cas de Sentinel-One, c'est de détecter ces deux actions des deux côtés et de remonter les alertes qui vont bien. Et après, je vais vous expliquer un peu comment on fait tout ça. Donc, on va revenir sur la console d'administration. On va reprendre nos deux machines. Voilà. Et donc, si je groupe les menaces pour que ce soit un peu plus exploitable, donc en fait, j'ai deux menaces finalement qui sont associées à mes deux machines. Donc, en gros, je sais que j'ai deux machines qui sont infectées sur lesquelles je dois prendre une action de remédiation. Si on commence par la machine sur laquelle l'attaque s'est déroulée, donc on voit effectivement ici l'utilisateur en question, Sentinel, et on voit que l'agent Sentinel-One a détecté ça comme un ransomware, c'est ce qu'on s'attendait. Maintenant, si on veut un peu plus d'informations et de contexte sur ce qu'il a réellement fait, ce qui s'est passé, et donc là, j'ai tout un tas d'indicateurs qui apparaissent et qui m'indiquent qu'effectivement, ça se comporte comme un ransomware parce qu'il essaye de chiffrer des fichiers, il essaie de supprimer des volumes shadow copy. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qu'il essaie de faire en termes d'évasion. Et là, justement, on fait apparaître le fait qu'il veut faire du mouvement latéral au travers du protocole SMB pour aller chiffrer les machines voisines dans le même réseau. Et pour pouvoir le faire, il a besoin d'utiliser le même compte pour faire du mouvement latéral. Et donc, c'est pour ça aussi derrière qu'on a une deuxième alerte qui apparaît, juste ici, de type justement mouvement latéral. Donc, c'est le fait que le ransomware a réussi à se déplacer au travers du réseau, à supprimer, à chiffrer des fichiers. Et donc, on détecte bien ici ce mouvement latéral qui est arrivé sur la deuxième machine cible. Donc voilà, maintenant vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire vu qu'on a tout observé, on a effectivement tout un tas d'informations. Alors, le premier élément qui est intéressant, c'est que parfois une image vaut 1000 mots, comme on dit, et donc c'est intéressant aussi de savoir exactement comment tout ça s'est déroulé. Donc on a la possibilité d'afficher une arborescence de tous les processus, donc finalement de tout ce qui s'est exécuté sur la machine et tout ce qui en a découlé. Donc je retrouve bien l'exécutable ici que j'avais lancé à la main. Et donc juste après, on voit qu'il y a tout un tas d'actions qui se sont découlées. Si je veux toutes les afficher, il y en a une bonne... Il y en a pas mal. Et donc, finalement, ce qu'on retrouve derrière, c'est ce qu'on a pu avoir en termes d'indicateurs, qui sont assez intéressants même quand on n'est pas forcément un expert. Maintenant, si on va aller plus dans le détail, on voit effectivement il y a un certain nombre de lignes de commande pour supprimer les volumes shadow copy, par exemple. Donc, il l'a essayé de plusieurs façons. Mais on voit également qu'il essaie de supprimer ses traces, de supprimer un certain nombre de logs directement dans les événements de Windows. Donc ça, c'est ce qu'on peut également observer. On voit aussi ici qu'il a essayé directement de jouer sur le boot de la machine pour faire en sorte que la machine puisse même plus être redémarrée, rebootée, on puisse plus restaurer la partie boot. Donc il y a tout un tas comme ça d'événements qu'on vous affiche de cette façon-là. Après, si vous voulez des événements aussi bruts, elles sont également disponibles juste en dessous. C'est déjà un peu moins exploitable, mais en tout cas, de façon brute, elles ont été loguées, elles apparaissent bien dans la console. Et là où c'est hyper important, c'est que du coup, j'ai laissé le ransomware s'exécuter, mais je sais exactement tout ce qu'il a fait. Ce qui veut dire aussi que derrière, je peux prendre une action de remédiation. Maintenant, souvent, on prend une action de remédiation, on veut être aussi certain, donc il y a des choses qu'on ne fait pas complètement automatiquement. Donc, ce qui peut être intéressant potentiellement, ici sur cette machine, c'est de me dire, tiens, est-ce que ce n'est pas l'occasion de l'isoler du réseau? Comme ça me donne aussi le temps derrière d'investiguer davantage. Et donc, c'est une des actions que je peux faire directement depuis la console, finalement. C'est que je peux directement dire à la console, merci d'isoler ce poste temporairement du réseau. Pour autant, je garde moi la main en termes d'administration. Donc comme ça me donne aussi le temps, moi, d'investiguer et de comprendre ce qui se passe. Et donc là, je viens de lancer cette action sur la machine en question. Donc si je rouvre ici, on va attendre un petit peu et je devrais voir le ping s'arrêter. Si je vais sur la même machine ici en mouvement latéral, donc de la même façon, il y a une détection ici liée à un ransomware avec un mouvement latéral, tous les différents indicateurs qui sont parlants. Et de la même façon, je peux décider effectivement de déconnecter cette machine du réseau pour prendre le temps d'investiguer. Donc là, je vois que le ping s'est arrêté.
Je vais le relancer sur cette machine. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Si, on va attendre. Et donc, voilà, à ce moment-là, je peux effectivement prendre le temps, si nécessaire, d'investiguer. Maintenant, comme je sais effectivement que c'est réellement un ransomware, il a pris tout un tas d'actions de chiffrement. J'en ai la preuve, comme on l'a vu ici, avec l'arborescence des processus et en dessous toutes les différentes informations, comme par exemple tous les fichiers. Et donc, je retrouve ici dans la liste de mes fichiers, effectivement, tous les fichiers qui ont été chiffrés, du logbit. J'ai le nombre, donc il y a quand même un nombre assez conséquent de fichiers pour le coup. Et donc, je peux décider de faire maintenant, c'est très rapidement de prendre une action de remédiation ici, en sélectionnant les deux menaces et en lançant une action de remédiation. Maintenant, avant de le faire, je voudrais juste vous montrer aussi la force de SentielOne, qui est de permettre de pouvoir pivoter et avoir le détail sur tous les événements et pas uniquement ceux liés à la menace. Donc, vraiment ce qui s'est passé avant, pendant et après la menace. Et donc, pour ça, on a un principe qui s'appelle Storyline. Donc, le rôle, c'est l'agent qui collecte des milliers d'événements à chaque fois que vous prenez des actions sur un poste. Il essaye de corréler tout ça pour en faire du sens et pour que ce soit exploitable. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que là, je vais rentrer vraiment dans une notion d'investigation, de chasse, un peu comme le fait un analyste ou un SOC. Et donc là, je lui demande tous les événements au moment où j'ai commencé à faire mon action malicieuse avec mon ransomware. Et donc, il me dit, voilà, il y a un certain nombre d'événements. Donc, on peut dire, c'est sur les dernières 24 heures et je vais lui demander un maximum d'informations. Et donc, en quelques clics comme ça, j'ai pu pivoter et je peux avoir cette liste d'informations qui va s'afficher. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on essaie d'accompagner également les analystes. Donc là, j'ai plus de 10 000 événements. Donc, comment je peux savoir dans ces 10 000 événements ce qui est réellement important? Et donc, pour ça, on a ici un principe d'indicateur. Donc, on va réduire finalement de 10 000 à 44 événements, entre guillemets, qui sont réellement des éléments sur lesquels il faut passer du temps, il faut observer. Parce qu'à l'intérieur, on vous dit qu'il y a des informations qui sont, pour le coup, suspectes. Notamment, on va retrouver ici le volume shadow copy qui ont été supprimés, des choses comme de la persistance, le mouvement latéral, entre autres. Et donc, ici, si on regarde, il y a des indicateurs où on va vous dire est-ce que c'est de l'escalation de privilèges, de l'évasion, du ransomware et les informations qui y sont associées. Donc, comme ça me permet vraiment d'être plus focus sur ce qui va être réellement important. Et évidemment, à l'intérieur, je vais retrouver la machine qui est concernée, le processus, l'utilisateur. Là, je vais revenir ici. Donc là, je vois la machine en question, justement. Je vois l'utilisateur qui est concerné. Donc, j'ai toutes ces informations qui sont assez intéressantes et qui vont s'afficher. Alors, je vais juste revenir sur ma storyline. Alors, désolé, ça fait beaucoup de clics. Ça doit clignoter dans tous les sens pour vous. Je vais essayer de vous afficher. Hop. L'idée, c'est comme je vous ai parlé de la notion de mouvement latéral, c'est aussi comment on a pu l'observer, comment on a pu voir les flux, notamment du réseau. Donc, si je vais ici dans la partie action réseau, donc toutes les communications réseau qu'on a pu observer, donc il y en a un certain nombre, évidemment. Donc, il y a de toutes sortes. Il y a des informations qui sont liées à l'activité potentiellement de l'utilisateur et qui pourraient être standards. Et il y a les actions qui sont plus liées au ransomware. Et donc, ce que je peux faire, entre autres, ici, sur toutes ces informations, c'est de m'intéresser au flux. Est-ce qu'il est entrant ou sortant? Donc, je pourrais très bien ici filtrer. Et surtout, est-ce que la communication, elle a réussi ou est-ce que, du coup, elle est en échec? Moi, ce qui m'intéresse, comme je sais qu'il y a eu un mouvement latéral, je veux voir que les flux, les communications réseau qui ont réussi. Et là, je me rends compte, effectivement, que cette machine-là, donc celle sur laquelle j'ai exécuté au départ le ransomware, je peux voir et observer qu'il y a bien eu une communication avec ici l'adresse IP de la machine vers ici ma destination, qui est finalement ma deuxième machine victime. Et je vois les ports ici qui s'affichent, 445 et 135. Donc là, on voit clairement qu'il y a une communication de type mouvement latéral sur ce protocole auquel sont associés ces ports-là. Donc, je sais qu'il y a un mouvement latéral, je sais au travers de quel utilisateur. Donc, ce que je peux également commencer à regarder potentiellement, c'est quid de l'utilisateur en question. Est-ce que je peux essayer de savoir tous les événements qu'il a pu faire au moment où il y a eu l'attaque? Comme ça, je peux savoir sur quelle machine il s'est déplacé, sur quelle machine il s'est authentifié. Parce qu'à la fin, ce qui m'intéresse, c'est que si c'est vraiment une vraie problématique liée à cet utilisateur, il faut que je me dépêche également à potentiellement soit modifier son mot de passe, soit éventuellement complètement désactiver le compte. Donc là, c'est ce qu'on peut faire.
Et donc, directement dans la console, je peux interroger finalement tous les agents que je monitore et de savoir toutes les machines sur lesquelles ici cet utilisateur s'est connecté. Donc là, j'en ai effectivement un certain nombre. Donc c'est là où ça va devenir intéressant potentiellement, de me dire, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le login, il a fonctionné, donc il a vraiment pu se connecter. Donc je peux filtrer davantage. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir encore moins d'événements et d'essayer à la fin de trouver un peu cette aiguille potentiellement dans la botte de foin. Je peux même aller jusqu'à dire, tiens, je veux spécifier à quel moment ça s'est passé. Sinon, on va le faire autrement. Hop. Et donc là, je peux carrément dire, voilà, par exemple, sur la dernière heure. Et donc à la fin, c'est de pouvoir dire, OK, je suis certain qu'il y a bien eu ce mouvement latéral, c'est bien tel utilisateur qui est concerné. Et donc là où ça devient intéressant, donc là, par exemple, je sais qu'il y a eu 15 effectivement tentatives d'authentification avec les différents processus qui ont été utilisés. Et donc là, une des actions que je peux entreprendre, c'est créer une règle éventuellement personnalisée en disant à partir de maintenant où j'ai détecté l'attaque, je veux savoir et être alerté sur toutes les nouvelles authentifications de cet utilisateur-là. Donc c'est une première chose que je peux entreprendre. Donc ici, instantanément, j'ai la possibilité de créer cette règle dans la console. Elle peut être temporaire, elle peut être permanente. Il reprend mon filtre et donc pour moi, ça devient une règle de détection personnalisée. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est directement aussi de prendre une action corrective et de dire, tiens, je vais exécuter un script. Mon script, c'est pour le coup, désactiver l'utilisateur de façon temporaire. Et donc pour ça, j'ai toute une librairie de scripts. Et donc je peux chercher le fait de désactiver ici un utilisateur. Et donc j'ai la possibilité, en demandant à l'agent, de désactiver l'utilisateur sur toutes les machines en question, ou en tout cas sur l'Active Directory. Donc ça, c'est des premières actions que je peux commencer à entreprendre. Vu qu'entre-temps, j'ai coupé aussi les accès à mes 2 machines victimes, donc je suis rassuré. Dans tous les cas, ça restera confiné sur la machine. Donc il ne se passera rien de plus sur mon environnement. Et une fois que j'ai pris le temps d'observer tout ça, c'est là, avec certitude, je peux effectivement revenir sur mes différents événements ici qui ont été détectés et en disant, OK, pas de souci, donc il y a réellement une menace, donc il est temps de prendre une action de remédiation. Et donc pour ça, j'ai ici un menu qui s'appelle Threat Mitigation et qui va me proposer toutes les actions qui sont possibles de remédiation. Donc là, j'en ai pris 3 en même temps sur 2 machines différentes. Donc avec finalement un seul clic, je peux prendre toutes ces actions en même temps sur toutes les machines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tous les processus qui sont associés à la menace qu'on vient d'observer, je vais faire en sorte qu'ils soient arrêtés sur la machine. Tous les exécutables, les scripts qui sont associés à cette attaque ici, qui sont détectés comme étant malicieux, je vais également les mettre en quarantaine pour les confiner de façon définitive. Vu que j'ai observé ces milliers d'événements que vous avez vus, les 22 000 et quelques fichiers qui ont potentiellement été modifiés, chiffrés, altérés, etc., je veux également pouvoir éventuellement les restaurer. Toutes les clés de registre, le fond d'écran qui a été modifié, je veux également pouvoir le restaurer, puisque je sais qu'il a été changé de telle manière. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir cumuler finalement toutes les actions de remédiation depuis la console. Du coup, j'ai la certitude que ça va être résolu par cette action-là et que c'est effectivement réellement une menace. Au besoin, je peux préciser un petit commentaire si ça m'intéresse, si on est plusieurs à travailler et donc j'ai besoin de commenter ce que je suis en train de faire. Et donc finalement, derrière, avec ce seul clic, je vais pouvoir envoyer l'instruction à la console. En sachant pour autant que mes machines sont potentiellement isolées du réseau, mais elles gardent malgré tout cette communication permanente avec leur console d'administration. Et donc, on va commencer à avoir des différentes alertes qui vont s'afficher sur les 2 machines, puisque l'agent Sentinel-1 commence à entreprendre les actions de remédiation. Donc là, je l'ai lancé il est quelle heure? Je l'ai lancé donc à 10h23 sur l'ordre de cette machine. Donc, on va regarder combien de temps ça va nous prendre pour effectivement faire cette action de remédiation. Et dans le même temps, si vous regardez, j'ai pris ici une des menaces. Si vous regardez, on commence à voir les informations s'afficher. Donc, l'agent est en train d'interagir localement et d'envoyer aussi en même temps les informations à sa console. Donc, vous aussi, derrière, vous avez la visibilité en temps réel directement depuis la console. Donc là, si je regarde, je commence à revoir effectivement mes fichiers avec les petits logos qui apparaissent. Dans le même temps, ici, donc j'ai plus de 54 fichiers, 54 exécutables qui ont été arrêtés, processus. J'ai ici des fichiers qui ont été mis en quarantaine, s'ils existent toujours ou pas.
J'ai les fameuses actions de remédiation. Donc le fait de modifier des clés de registre qui avaient été altérées pour faire de la persistance, par exemple. Mon fond d'écran. Typiquement ici, je viens de le retrouver. Donc vous voyez ici, j'ai bien retrouvé le fond d'écran initial. Et on parlait des fichiers ici. Donc là, j'ai plus de 7000 fichiers sur cette machine qui ont été restaurés dans le cadre de l'action de remédiation. Ce qui veut dire que si je reviens ici sur mes fichiers et que j'essaye de réouvrir, par exemple, mon image, là, cette fois-ci, je retrouve bien mon image et on a pu restaurer le fichier tel qu'il était avant attaque. Et de la même manière, sur la machine juste à côté, on a fait exactement la même chose. Et donc là, toujours pareil, je vais retrouver effectivement mon image qui apparaît bien. Et éventuellement, voilà, si je veux ouvrir un fichier Excel, je vais également pouvoir réouvrir ce fichier sans souci. Et donc, je vous parlais le fait de pouvoir vous démontrer ce que c'est de faire de la détection, de l'analyse temps réel, le fameux machine speed. Bah, là où c'est intéressant, c'est d'observer ici combien de temps on a pris pour prendre cette action de remédiation. Donc, je vous disais, on l'a fait à 10h23. Et en fait, si on regarde, pour tuer les 54 processus, ça nous a pris 200 millisecondes. Pour mettre en quarantaine, si tant est qu'il y en avait, ça nous a pris ici pour le coup 0 secondes puisqu'on n'en a pas mis. On n'a pas retrouvé le fichier qui n'existe plus. Le fait de remédier, donc prendre un certain nombre d'actions au niveau du système pour restaurer ses paramètres initiaux, ça nous a pris 2 secondes. Et pour restaurer les plus de 7000 fichiers chiffrés altérés par le ransomware, ici, ça nous a pris 31 secondes. Donc, in fine, ça nous a vraiment pris moins d'1 minute. Donc, tout à l'heure, pour exécuter, pour chiffrer le ransomware, effectivement, on a vu qu'il avait été ultra rapide et ça lui a pris lui aussi potentiellement moins d'1 minute. Et nous, ça ne nous dérange pas, ça nous a pris aussi moins d'1 minute pour restaurer tout ça. Et de façon complètement transparente, ici, si je vous affiche la même chose sur la deuxième menace, on est sur 100 millisecondes. Donc, on n'avait pas de fichier parce qu'effectivement, tout s'est fait au travers du réseau. Sur la partie remédiation, ça nous a pris 100 millisecondes. Et restaurer plus de 239 fichiers ici, ça nous a pris 700 millisecondes. Donc, sur les deux machines cumulées, voilà, en parallèle, on a pu tout traiter ça en moins d'1 minute. Donc, voilà un peu l'idée de la démonstration qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Alors, en soi, il n'y a rien de magique. Je vous expliquais tout à l'heure très brièvement la notion de storyline. Et donc, c'est typiquement une des technologies qu'on a brevetées dans notre agent. C'est bien de faire de la détection, mais c'est encore mieux de faire de la contextualisation, de la corrélation et d'essayer de comprendre et que la machine, finalement, puisse accompagner l'analyste et faire un premier travail à la source. C'est ce qui est le plus efficace. Et donc, le rôle de storyline, c'est vraiment sur tous ces milliers d'événements, que ce soit des événements bénins ou malicieux, d'essayer d'observer tout ça et au travers de ces événements, commencer à remonter des indicateurs et surtout regrouper ensemble toutes les informations. Parce qu'on a vu que le ransomware, elle a voulu au départ faire des modifications au niveau du système, supprimer des volumes shadow copy, faire de la persistance, etc., etc. Donc tout ça en soi, si je les prends unitairement, oui, c'est un événement suspicieux, donc je pourrais lever une alerte. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est tout regrouper et à la fin, on a réellement 2 alertes, une alerte par machine, évidemment, puisque finalement, c'est aussi 2 machines et 2 façons de faire sur cette machine qui sont différentes. Et donc, c'est un peu le rôle de storyline qu'on a breveté, qui est intégré directement dans nos agents. Et surtout, ce que je n'ai pas précisé, c'est que tout ce que je vous ai montré ici, c'est une seule console, un seul agent, c'est une seule configuration, et c'est à la même console que vous soyez une TPE, une PME ou un grand compte. Il y a 0 humain, 0 service derrière. C'est vraiment la solution qu'on vend à tout le monde clé en main. Et donc, évidemment, l'intérêt de Storyline à la fin, comme on a tout corrélé, derrière, en un seul clic, vous avez la possibilité de prendre cette action de remédiation. Donc, vous avez la certitude de tout ce qu'on a vu avant de pouvoir éventuellement détecter. Et du coup, derrière, vous pouvez de façon confiante revenir en arrière et tout restaurer. Et donc, comme ça, derrière, vous êtes plus serein. En 30 minutes, on a pu faire cette démonstration d'un ransomware qui se déplace et on a pu en même temps remédier. Et avec certitude, parce qu'on a tout vu et on a vu que l'action prise par l'agent était efficace. Donc, derrière, je n'ai pas besoin aussi de restaurer complètement ma machine, potentiellement de la formater, d'aller chercher une sauvegarde, etc. Et tout le temps et l'argent que ça coûte, évidemment, associé à ça. Et donc, très rapidement pour conclure, parce qu'on arrive à la fin, j'en profite juste pour faire une petite aparté sur le MITRE, qui est un organisme à but non lucratif, qui fait l'évaluation de différentes solutions ODR. C'est censé être objectif. L'idée, ce n'est pas de comparer les outils entre eux, mais c'est d'essayer pour vous, en tant que client, de trouver les métriques qui vous semblent importantes. Alors évidemment, le rôle et le jeu souvent des éditeurs, c'est de dire « moi, je suis le meilleur, je détecte 100% de ci, 100% de ça », et d'essayer de trouver l'angle qui lui convient le mieux. Après, en soi, il n'y a rien de magique, puisque c'est des choses qu'on connaît déjà, donc faire du 100%, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Par contre, là où ça a un intérêt, c'est de savoir comment la solution apporte de la valeur pour vous en tant qu'administrateur, en tant qu'analyste. Et donc, pour moi, des métriques qui sont beaucoup plus importantes, c'est le nombre d'alertes qu'on est capable de remonter,
comment ces alertes sont pertinentes et exploitables, quels sont le type et la profondeur de l'information qu'elles fournissent. Est-ce que c'est suffisant pour dire oui, il y a vraiment une alerte, une menace, il faut restaurer? Est-ce que tout ça aussi se fait en temps réel? Donc il y a 0 délai, c'est ce qu'on a pu voir ici. Et donc je n'ai pas eu le fameux effet démo. C'est le fait aussi, est-ce qu'il y a besoin de rajouter de l'humain, de faire beaucoup de modifications ou pas? Là, pour le coup, la solution est clé en main, donc je n'ai pas fait de modifications particulières. Et vous l'avez vu, j'ai mis uniquement une politique en mode analyse classique, monitoring. Et donc, comme je le disais, c'est un agent et une console pour Sentinel-One. Donc voilà un peu l'idée de notre approche et ce qu'on fait sur la partie EPP, sur la partie EDR et demain sur la partie XDR. Donc c'est toutes ces technologies qu'on a brevetées, qu'on cumule ensemble pour créer effectivement une solution, pour le coup, assez innovante et différenciante sur le marché. En tout cas, je vous remercie. Et si vous voulez en savoir plus, parce que c'était assez bref, on est juste derrière, donc ce ne sera pas très compliqué de nous trouver. Et avec plaisir pour échanger avec vous pour la dernière journée du FIC. En tout cas, bon fin de salon et à bientôt. Merci.